Bonsoir, bienvenue dans les vidéos de Jules Seyès pour aujourd'hui un café littéraire. Bonsoir, bienvenue dans les vidéos de Jules Seyès, aujourd'hui un café littéraire avec une recension sur une nouvelle d'Isaac Asimov, La mer des mondes. Alors, je vous rappelle Isaac Asimov, c'est d'abord un grand auteur de science-fiction et on va commencer par parler du genre, ensuite on parlera de l'auteur et puis nous irons jusqu'au texte. Alors, je vous mets un passage d'Isaac Asimov quand il commente La mer des mondes. La science-fiction, qui n'était auparavant que le domaine réservé de quelques amateurs d'histoire à dormir debout, avait été promue grâce à Bombe atomique au rang de littérature quasi prophétique. Petit à petit, sa réputation grandissait de pair avec le nombre de ses lecteurs. Alors, voilà une vision intéressante. On est dans une vision de la fin des années 1940 de la science-fiction et aussi peut-être une certaine vision du progrès et de la prophétisation. La science-fiction, je vais vous donner ma conception, c'est un moyen dans la littérature de régler les difficultés qui peuvent exister dans le monde réel avec on enlève ces difficultés pour voir ce qui reste, et ce qui reste c'est l'humain. La science-fiction est un genre qui se concentre profondément sur l'humain. Alors, bien sûr, il ne faut pas sous-évaluer, d'accord. Il y a autant d'auteurs et de science-fiction qu'il n'y a de livres quasiment. Et bon, vous aurez effectivement des auteurs qui vont vous écrire des livres de héros qui surmontent les obstacles, une vision peut-être un peu optimiste, ambitieuse, amusante aussi, de détente. Mais là, on va rester dans les grands auteurs, ceux qui ont vraiment évalué la science-fiction, qui ont vraiment écrit les grands textes. Et là, souvent, on est plus dans la prise en compte de la technologie, soit pour enlever une difficulté, soit pour en anticiper une. Par exemple, ce que fera Isaac Asimov avec son cycle des robots et les lois de la robotique. Ce que David Brin fait dans Élévation, où il parle de manipulation génétique. On a tout un tas de gens qui vous parlent d'IA. Voilà. À l'inverse, vous avez des gens qui vous disent ah ben avec la technologie, on va peut-être arriver à un progrès scientifique et donc on aura une abondance matérielle, une abondance technologique qui va réduire des difficultés. Alors, malheureusement, depuis les années 40, cette vision scientifique prophétique, elle a pris un grand coup dans le nez. Pourquoi elle a pris un grand coup dans le nez? Parce que le progrès scientifique n'a pas été aussi rapide que ce que certains le pensaient. La science-fiction a le problème d'avoir la limite de l'imagination de ses auteurs. Et beaucoup d'auteurs de science-fiction ont beaucoup d'imagination, il faut être honnête, hein, ça fait partie des capacités requises pour ce travail. La technologie n'avance pas aussi vite, et notamment la science. Le progrès technologique, sur cette base, malgré d'énormes progrès scientifiques, qui sont indéniables, n'a pas non plus été à l'auteur. L'informatique s'est développée, nous avons aujourd'hui, j'utilise par exemple pour vous écrire, un ordinateur comme je n'en aurais pas rêvé quand j'étais enfant. D'accord, on n'aurait même pas imaginé la possibilité d'avoir un tel ordinateur. Aujourd'hui, c'est normal. D'accord, j'ai une machine tout à fait habituelle, qu'on trouve n'importe où, qui a quelques années maintenant en plus. Donc voilà, ça fait rêver personne. Et pourtant, nous avons une capacité de calcul, nous avons une capacité de traitement d'image, nous avons une capacité de traitement de données inimaginable il y a 50 ans. Donc il y a eu des gains. Mais les gains fonctionnels purs restent mineurs. Nous nous déplaçons avec des voitures comme il y a 50 ans. Nous nous déplaçons avec des avions. Nous vivons dans les mêmes types de maisons finalement. Ce qui a disparu, c'est, enfin, et qui revient malheureusement, il faut être honnête, ce sont par exemple les bidonvilles. Mais ça, c'est un problème d'allocation, de répartition de revenus. Ce n'est pas un problème de technologie. Ce n'est plus un problème de technologie. Bon, et il y a eu ce qu'on appelle un hype en anglais, c'est-à-dire une attente surévaluée de ce que la technologie a apporté. Et il y a eu ce mythe, je vous souvenez peut-être de cette chanson en l'an 2001, et qui finalement ne s'est pas révélée. Et bien voilà. Donc il faut avoir ces aspects en tête quand on analyse la science-fiction. On a parfois une vision
trop optimiste du monde, trop optimiste de la technologie, de ce que la technologie peut apporter. D'un autre côté, ça reste un exercice, à mon avis, passionnant pour comprendre les limites sociales, les limites historiques, peut-être même les limites psychologiques, mais je suis moins doué dans la psychologie, donc je vais rester à l'écart. Mais on va pas faire beaucoup de psychologie avec La mer des mondes. Alors, La mer des mondes, c'est une nouvelle écrite en 1948 par Isaac Asimov. Donc c'est un émigré russe, ses parents ont rejoint la famille qui était déjà en Angleterre, et il est mort le 6 avril 1992 à New York, donc c'est un New-Yorkais. Bon, il a écrit 500 livres, et sa première nouvelle, il l'a écrite en 1939. Donc c'est un homme largement de la seconde moitié du XXe siècle, mais c'est surtout un homme de la Deuxième Guerre mondiale. Il a vu le nazisme monter, il a vu vraiment le, les difficultés qu'il pouvait y avoir. Alors, je vais vous présenter le monde d'Asimov. L'histoire scientifique d'Asimov, telle qu'elle, on peut la déduire de la suite de ses romans. Attention, ce n'est pas une vision complète, c'est juste une espèce d'orientation pour que vous sachiez de quoi nous parlons et à quel moment nous sommes. Donc on a les robots qui sont l'invention des robots. Grâce aux robots, la Terre va coloniser des mondes proches et ils vont naître les mondes, ce qu'on appelle les mondes spatiens. Nous sommes dans la mer des mondes à ce niveau-là. Puis, nous allons voir comment la Terre va se retrouver isolée et relancera la seconde colonisation éthérienne. Alors j'ai laissé un grand blanc entre les deux là, parce qu'entre la seconde colonisation et la chute de l'Empire galactique, il se passe 25 000 ans d'Empire galactique. C'est le fameux Empire galactique d'Asimov, qui est très célèbre, et qui va mener à la phase et au cycle des fondations. Donc les fondations viennent là. D'accord? C'est un peu la fin de l'histoire des fondations. D'accord? Dans l'univers d'Asimov, on ne dépasse pas l'univers de la seconde fondation et de ce qui lui succédera. Je ne vais pas spoiler non plus l'histoire. Donc, voilà l'histoire. Alors, la mer des mondes, on est donc dans l'univers des mondes spatiens. La Terre a envoyé des expéditions de colonisation et 50 mondes ont été colonisés. Les mondes spatiens refusent aux terriens l'accès et de plus en plus se posent en rivaux de la Terre. Ce sont des mondes qui se sont beaucoup plus vite développés au niveau des sciences physiques. Ils ont une avance technologique. Ils sont robotisés alors que la Terre refuse les robots. Et donc, on a une crise entre les mondes spatiens et les mondes terriens, et c'est cette crise que nous allons voir. Et nous allons surtout la voir à la lumière d'une analyse d'un homme qui est mort donc depuis quelques années maintenant, et dans une optique de comparer avec le monde d'aujourd'hui. Alors, la vision du futur. Alors, là, on est dans ce qu'on appelle une vision futurible. D'accord? C'est-à-dire une vision où on a réglé les problèmes matériels, et on va voir ce que ça représente. Et c'est là que j'aimerais qu'on ait une petite discussion, l'une des premières discussions qu'on va avoir sur le sujet. Alors je vous lis ce que écrit Asimov. Ces mêmes fenêtres qui donnaient sur la ville, on pouvait voir les images, et parmi elles les mondes extérieurs, où il n'y avait pas de ville, mais seulement des jardins où les pelouses ressemblaient à des zébres d'émeraude, où tous les êtres humains étaient rois. Alors, là encore, on est dans une optique, le futur représente un progrès. On est dans une optique d'histoire linéaire. L'homme, l'histoire, on va du début jusqu'à peut-être une fin. Sait-on jamais. Bon, alors, je vous fais remarquer cette phrase, tous les êtres humains étaient rois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a vocation à être roi. Mais des rois, normalement, il n'y en a qu'un par royaume. Et là, tout le monde doit être roi. Ça veut dire le niveau de vie d'un roi. Posez-vous la question de ce que ça signifie. Et posez-vous la question par rapport à l'autre grande théorie eschatologique, le communisme, qui a un idéal ascétique. Dans le communisme, l'idée c'est que chacun vit en fonction de ses besoins peut-être chichement mesurés. Et de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. L'idée c'est que les besoins sont limités aux besoins basiques. Je vous invite à réfléchir à ça, d'accord?
dans cette vision, justement, quand on vous dit la science-fiction, ça marche pas, et là, pour le coup, la science-fiction, elle porte un rêve. Le rêve de tous les êtres humains sont droits. Est-ce que c'est vrai? Et quelque part, l'un des grands avantages du capitalisme, ou l'une de ses grandes forces plus exactement, c'est que le capitalisme s'occupe des corps, les spas, le massage, la santé, peut-être une certaine vision, comment dire, luxueuse, parce qu'il va s'occuper de fournir aux hommes un bien-être peut-être pas nécessaire. Et on a aujourd'hui ce problème, par exemple, avec l'abondance de nourriture. On a réglé le problème de la nourriture. D'accord, la faim dans le monde est un problème d'allocation, ce n'est plus un problème de production. Et la première maladie aujourd'hui, c'est l'obésité. Ce qui veut dire que le capitalisme fournit de la nourriture, vend de la nourriture, pousse presque à la vente de la nourriture, dirais-je, au point que c'en est plus sain. D'accord? Mais nous ne sommes pas capables de limiter nos instincts, nos envies de nous nourrir. D'accord? Juste, voilà, l'idée de cette petite vidéo, c'est justement de mettre ces aspects-là en confrontation. Alors, je vous invite, on va continuer notre petite recension. La chute des empires. Alors, voilà le dialogue chez Asimov. Donc on aborde un tout autre sujet. Hein. J'attends le dernier acte, expliquait-il. Alors je pourrais l'intituler Décadence et chute de l'Empire et la publier. Tu dois penser que le dernier acte est imminent alors. En un sens, il se joue déjà. Il vaut simplement mieux attendre que tout le monde l'ait admis. Tu comprends, la chute d'un empire ou d'un système économique ou d'une institution sociale se joue toujours en trois actes, n'en déplaise aux sceptiques que tu es. Tout d'abord, et Phil replia l'index de sa main droite, il y a le moment où l'extrême pointe de l'iceberg fait son apparition, indiquant le chemin qui mène inexorablement vers la fin. Elle ne peut être repérée ou reconnue pour ce qu'elle est qu'au moment où cette fin arrive, lorsque la pointe de l'iceberg devient visible après coup. On y reviendra à ce mot-là. Et tu peux me dire quelle est la pointe de notre iceberg? Je crois, car j'ai l'avantage d'avoir déjà un siècle et demi de recul, a fait surface lorsque la colonie du secteur syrien, Aurora, obtint pour la première fois du gouvernement central de la Terre l'autorisation d'introduire des robots positroniques dans la vie de ses communautés. Il est évident maintenant que c'est cela qui a ouvert la voie à la formation de la première société entièrement mécanisée, fondée sur une main-d'œuvre composée de robots et non d'hommes. Et c'est cette mécanisation qui a été et qui sera le facteur décisif dans le conflit qui oppose les mondes extérieurs et la Terre. Alors, vous voyez, il y a quelque chose d'important, c'est cette notion de destin dont j'aimerais qu'on parle. Le destin, bon, il n'existe pas de parc qui tisse le sort des hommes. Pourtant, les Grecs y croyaient au destin. Et quelque part, je vous invite à regarder ce texte bien précisément, lorsque la pointe de l'iceberg devient visible après coup. Là est le mot clé. Nous sommes le jouet de forces qui sont mis en mouvement il y a longtemps. Et ces forces trouvent leur coalescence, leur conclusion logique beaucoup plus tard. Et au moment où ces forces se sont mises en route, on ne les a pas forcément reconnues. Je suis moi-même auteur de science-fiction, j'écris une série Empire. Dedans, c'est pareil, c'est-à-dire que les forces qui sont en mouvement se sont mises en route il y a tellement longtemps qu'on ne les a pas reconnues à ce moment-là, et que c'est à ce moment-là qu'elles sont devenues violentes. Regardez par exemple aujourd'hui, on vous parle des théories de Brzezinski. Brzezinski est mort. Eh oui, Kissinger est mort. Les hommes qui ont conçu, par exemple, les opérations en Ukraine sont morts. Il faut quand même y penser. Ça veut dire que les forces qui se sont mises en mouvement, qui ont imposé ce mouvement, cette réalisation, ces forces-là ont disparu. Leurs conclusions sont là, leurs successeurs sont là. Mais les néoconservateurs sont devenus non plus quelques penseurs de grande qualité, mais un parti politique quasiment. Vous voyez? Et c'est cet aspect-là qu'il faut avoir en tête. La science-fiction, pour le coup, a l'avantage de nous permettre de parcourir en un livre ce genre de mouvement. Je vous invite à le garder en tête. Lorsque Louis XIV crée l'absolutisme, la pourriture des institutions, l'absolutisme, la réaction qu'il génère mène à la révolution. Mais on est un siècle et demi plus tard. Donc, il faut bien comprendre ça.
il faut bien comprendre à quel point le destin existe, non pas comme une force donnée par les dieux, mais comme une puissante évolution sociale de facteurs qu'on n'a pas forcément reconnus. Et je vous invite à vraiment faire preuve d'analyse là-dessus pour voir vraiment ce qui nous attend. Le deuxième acte de la décadence dit Fields en repliant doucement le majeur de sa main droite vers l'arrière arrive lorsqu'un panneau si gros et si évident est planté devant le spécialiste qui ne peut pas ne pas le voir, même sans bénéficier du recul du temps. Et le rideau s'est levé sur ce deuxième acte lorsque les mondes extérieurs ont imposé pour la première fois des quotas d'immigration à la Terre. Le fait que la Terre se trouvait dans l'incapacité d'empêcher l'adoption de mesures si manifestement contraires à ses intérêts est un signe qui ne pouvait être ignoré de personne, et il y a déjà 50 ans de cela. Voilà. Eh bien, vous voyez, le destin à l'œuvre. On a commencé il y a 150 ans, et là, un siècle plus tard, les conclusions sont arrivées. Les rapports de force se sont inversés. Donc, vous voyez, et là, on voit clairement l'affaiblissement des puissances, leur rééquilibrage. Rappelez-vous ça quand on analyse le monde d'aujourd'hui. Nous l'analysons avec une vision des équilibres d'il y a presque un siècle, 60-70 ans. Le monde a changé. Et nous ne sommes plus dans le monde d'aujourd'hui. Pensez par exemple, en 1900, un homme sur 4 était blanc. Un homme sur 4 était occidental. Aujourd'hui, nous sommes 5 milliards. 1 milliard d'occidentaux en comptant les japonais, qui sont 100 millions. D'accord? Donc les pays, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, qui constituent l'Occident, représentent aujourd'hui un homme sur 8, 12% de l'humanité. La part de l'Occident dans le monde a été divisée par 2. Pensez-y. Ça veut dire que les équilibres sur lesquels nous nous basons pour analyser le monde sont obsolètes. Et c'est ce que nous commençons à voir aujourd'hui. Le panneau est en train d'être mis devant nous. D'accord? C'est ça que nous dit le monde d'aujourd'hui. C'est ça que nous disent, lorsque vous voyez les Russes qui contestent l'ordre international en Ukraine, lorsque vous voyez les Africains du Sud qui vont porter plainte contre Israël, tout ce monde dont on vous dit oui, il est désagréable. Oui, effectivement, il n'est pas dans l'intérêt des peuples occidentaux. Enfin, il n'est pas dans l'intérêt des dirigeants occidentaux. Je vais nuancer pour les peuples, mais on y reviendra. Les dirigeants occidentaux n'ont pas intérêt, parce qu'effectivement, ils n'ont plus la place qu'ils estiment leur revenir. Mais cette place, elle est basée sur une vision du monde où l'Occident était la première puissance mondiale, où un homme sur 4 était occidental, et où nous avions une supériorité manufacturière considérable sur le reste du monde. Aujourd'hui, le panneau est mis devant nous. Le panneau est si évident qu'on ne peut pas ne pas le voir. Il reste à ce que les peuples le comprennent. Et on y va. Et le troisième acte, l'annulaire suivit le chemin des 2 autres doigts. C'est le moins important. Il se joue quand le panneau devient un mur, avec le mot fin écrit dessus en lettres énormes. La seule condition à remplir pour savoir que c'est la fin n'est donc ni le recul ni l'expérience, mais tout simplement l'aptitude à regarder la vidéo. Et bien voilà, jeu, set et match. Il devient impossible d'arrêter les événements, et le mot fin est prononcé. Avons-nous envie d'aller jusque-là? Avons-nous envie de nous obstiner, et surtout de percuter le mur à toute allure? On pourra au moins ralentir. On percuterait le mur, mais plus doucement. Et bon. Alors, on va changer de sujet à nouveau. Je suis désolé, hein, la nouvelle est assez riche, puissante, et donc elle compte nombre de sujets, et on va parler du racisme incarné par les Spatiens. L'ambassadeur de la Terre ne mesurait qu'1,57 m. Il était chauve et avait un front fuyant, un semblant de moustache tirant sur le cou et des yeux cernés de rouge. Il souffrait d'un léger rhume dont il étouffait de temps à autre le produit dans un mouchoir. Et pourtant, nonobstant tout cela, c'était un homme d'une grande intelligence. Le simple fait de devoir regarder et écouter le terrien mettait la sensibilité de Frank Maynard à rude d'épreuve. Chacun de tout l'écœurait, et il frémissait quand l'ambassadeur se mouchait. Voilà. Les Spatiens pratiquent un eugénisme. Et par eugénisme, il faut comprendre le racisme. On va être clair, le racisme est probablement inévitable. Pourquoi? Parce que si on admet la théorie du cerveau reptilien, du cerveau lymphatique et du néocortex, le cerveau reptilien fait que nous apprécions ce qui nous ressemble, ce qu'on connaît.
ce qui nous est proche. Donc si vous avez vécu avec une catégorie de population, vous serez naturellement plus porté à considérer cette catégorie de population comme amicale, proche, rassurante qu'une autre catégorie de population. Si vous avez vécu en Europe, Mont Blanc, vous allez vous retrouver à Dakar, ça va vous paraître agressif. Si vous avez vécu votre enfance à Dakar, ça va plus vous paraître agressif Dakar. Par contre, la France va vous paraître un peu bizarre. D'accord? C'est, il faut en avoir conscience. C'est naturel et c'est humain cet aspect du racisme. D'accord? Cet aspect, alors, encore une fois, le cerveau reptilien, le néocortex, le cerveau lymphatique, ce sont des théories qui sont attaquées par les biologistes. Mais ça constitue une bonne explication du comportement humain. Donc, ce racisme, il est naturel, il est intrinsèque à l'être humain, et je dirais presque, faut pas en avoir honte, il faut l'accepter. Il faut juste savoir. Il faut juste savoir que oui, oui, je suis naturellement plus proche de la grande blonde Valkyrie que de la brune indienne. Je m'en excuse, j'en ai plus fréquenté. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je fais un jugement de valeur, hormis au moment où je pourrais éventuellement avoir une opportunité de conclure, d'accord? Mais je comprends bien que les deux, dans l'absolu, se valent. Je fréquente plus l'une que l'autre. Très bien. Maintenant, là, on n'est pas là. Là, on est dans traduire cela au plan politique. Et là, il y a un problème. Les Spatiens pratiquent un eugénisme. Ils pratiquent un racisme d'État. Ils fixent un critère en disant l'homme doit être comme ça. L'homme doit être grand blond aux yeux bleus, accessoirement, chez les Spatiens. Bon, vous voyez, hein, Asimov n'a pas été le chercher loin, son critère idéologique. Oui, il l'avait un peu sous la main. Bon, mais c'est une classification arbitraire de ceux autorisés à bénéficier ou non de leur monde. Et là, on n'est plus dans la même chose. Là, on est dans le fait de refuser à une partie de l'humanité, au nom d'une position personnelle, le, le droit de bénéficier des biens du monde. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire des classes sociales qui sont basées sur l'apparence et la génétique. Là, on passe d'un racisme, on va dire, inévitable, lié à notre nature fragile d'être humain, à un racisme politique qui devient presque criminel. D'accord? Je rappelle qu'au nom de ce racisme, on a gazé, on a flingué, et rassurez-vous, on continuera. Je suis à peu près certain que lorsque l'homme partira dans l'espace, que lorsque l'homme colonisera des mondes, on s'entretuera. On en refera des génocides. Promis, jury. On saura s'entretuer. Aujourd'hui, on a encore l'effet du vaccin Shoah. Il va durer encore un certain temps. Bon, ça dépendra de la manière dont on en abuse. Certains en abusent peut-être un peu trop et il peut perdre de son efficience. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire que la justification par la Shoah n'est plus un certificat de non-poursuite. Et dans la compétition victimaire, la colonisation doit être mise avant la Shoah. Pensez-y, le monde change, encore une fois. D'accord? Alors, je vous remets un autre passage où on est toujours dans la mer des mondes et où on vous présente toujours le monde des Spatiens et leur racisme, qui est un élément essentiel de la position spatienne. Si les Spatiens refusent aux Terriens le droit de venir sur leur monde, c'est parce que les Terriens sont des sous-hommes. D'accord? Il faut le dire très clairement. Il faut avoir connu ces hommes, ces habitants des mondes extérieurs. Peut-être avez-vous déjà aperçu des touristes dans leurs hôtels spéciaux, circulant à bord de leurs voitures hermétiques, équipées de climatiseurs et de purificateurs d'atmosphère, pour leurs narines aristocratiques, regardant le panorama à travers un périscope orientable et fuyant avec dégoût tout contact avec les terriens. Bon, ben voilà. Alors pensez-y quand même un peu, cette volonté de couper, de ne surtout pas reconnaître. Je vous ai dit, on a naturellement une tendance à couper les liens, à ne pas favoriser le contact avec celui qui nous déplaît. Très bien. Mais avons-nous besoin de l'amplifier? Avons-nous besoin de créer des murs supplémentaires? Peut-être qu'il faudra au contraire essayer de les casser. Pensez à ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple les Russes. Interdiction
On veut leur interdire de participer aux Jeux Olympiques. On veut leur interdire les concerts. On veut annuler la culture russe. C'est une manière de créer l'union entre les peuples? Non. C'est juste une manière d'accélérer le racisme, de l'entretenir et de le justifier en amplifiant justement ce dégoût de l'autre qui existe naturellement chez l'humain. D'accord? Il y a une différence entre la culture russe et la culture occidentale. Il y a donc, lorsque vous mettez des gens des deux pays côte à côte, tout un tas de sources de malentendus en raison de l'éloignement culturel. Bon, s'il est là, c'est embêtant. Le problème, c'est qu'on est en train de l'étendre comme ça. Et ça, c'est même plus embêtant. Ça va créer un vrai problème. D'accord? Parce que ça, c'est artificiel. Laissons-le là où il est. Voire essayons, si on doit vraiment faire de l'artificiel, de le limiter. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Alors maintenant, on va passer sur une toute autre logique, qui est quelque part, vous comprenez bien, la conclusion de racisme, déclencher une guerre. Ah oui, une fois que vous avez commencé à vous haïr, à traiter l'autre de tous les noms, la conclusion va être qu'à un moment, il va falloir passer aux travaux pratiques et lui écraser la tête. Kéline a pris les détails par les vidéos à la radio du soir. La Terre avait envoyé une note à tous les gouvernements participant à la conférence. Cette note les avertissait en termes brutaux que tout accord passé entre eux sur le plan militaire ou économique serait considéré comme un geste hostile envers la Terre et qu'il serait suivi de contre-mesures adéquates. La note mettait Aurora, Tétis et Réa dans le même sac. Elle les accusait d'ourdir un complot impérialiste contre la Terre, etc. Alors, vous voyez, comment on déclenche une guerre? Bon, on commence comme ça. On commence par créer une mauvaise ambiance. C'est très exactement ce que cette note fait. La Terre cherche cette guerre. Dans le livre, la Terre est confrontée au refus des spatiaux. Les spatiaux lui ont interdit d'envoyer des colons sur ces mondes et autres. Ils lui interdisent d'engager de nouvelles colonisations. Et que fait... Et donc, la Terre sait qu'elle est en infériorité. Au lieu que tout le monde s'entende pour dire, bon, vous voulez pas de nous sur vos mondes, très bien, aidez-nous, on va envoyer des colons sur d'autres mondes, on va encore en terraformer des nouveaux. Au lieu d'en terraformer 50, on va en coloniser 200, 300, 400, 500. Non, au lieu de ça, on reste. Et donc la Terre cherche à briser cette différence et elle va chercher la guerre. D'accord? C'est le thème, c'est l'histoire de cette nouvelle. Eh bien, la première manière d'y parvenir, c'est justement de pourrir les relations diplomatiques, de faire disparaître la diplomatie. Et là, ce que vous voyez, c'est exactement ça. Pensez à ce qu'on a fait en 2020, dans les années avant-guerre, lorsqu'on a refusé de recevoir les envahis russes. Enfin, on n'a pas refusé de les recevoir. On leur a juste claqué la porte dans le nez. On leur a juste dit non à toutes leurs propositions. Pensez au décret Zelensky sur la reprise de la Crimée, la concentration des forces face au Donbass. Tout ça sont des mesures de faire disparaître la diplomatie et de faire qu'il ne reste plus qu'une solution, la guerre. Et c'est ce que vous rappelait Montesquieu quand il disait les hommes qui sont responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendues inévitables. Eh bien, voyez, là, on rend la guerre inévitable. Pensez-y, pensez que Asimov écrit ça à la fin des années 40. Hein. D'accord? Vous voyez, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller chercher les cours loin. Hein. D'accord? Tout est écrit, vous avez tout. Alors on continue. Chaque jour, les mondes extérieurs donnaient un tour de vis supplémentaire. Cela revêtit d'abord l'aspect d'une stricte application d'un nouveau système de licence d'exportation, puis ils mirent l'embargo sur tous les produits susceptibles d'être utilisés par l'industrie de guerre. Enfin, ils donnèrent à cette définition une interprétation si libre que n'importe quel produit pouvait y correspondre. Ça vous rappelle pas quelque chose? Nos brillantes politiques de sanctions, surtout celles des Américains, où on rend le commerce impossible. Et le doux commerce de Montesquieu, ça reste quand même un moyen de faire vivre les gens ensemble. Bah voilà. Comment on déclenche une guerre? On interdit le commerce, ou on le restreint, ou on le bloque. Voilà. Simple. Vous la voulez la guerre? On y a marché. À plein. Les sanctions contre les Russes. On a tout fait pour. Si on n'a pas fait la guerre aux Iraniens, c'est juste que personne n'a osé la déclarer. Hein. Mais on a tout fait. Hein. Le manuel, il a été suivi. D'accord? On les a provoqués, on leur a restreint le commerce. Seul problème, mort.
saleté de pays montagneux. C'est pas pratique pour faire la guerre. S'ils pouvaient avoir l'idée de faire une vaste plaine de l'Iran, qu'on puisse écraser ça, là, les néoconservateurs, ça fait plaisir. Bon, ils sont pas pu. Et comme c'est montagneux, qu'il y a des défenses antiaériennes, ils courent un risque. Alors, on va continuer pour déclencher la guerre. Monsieur le ministre, la question qui intéresse la Terre entière à l'heure actuelle, c'est l'éventualité d'une guerre. Commençons par là si vous le voulez bien. Pensez-vous qu'il y aura la guerre? Si la Terre était la seule planète à prendre en considération, je vous répondrais que non, certainement pas. Au cours de son histoire, la Terre a connu trop de conflits et a eu maintes fois l'occasion de constater que la guerre ne résout rien. Vous dites si la guerre était la seule planète à prendre en considération, vous voulez dire par là que des facteurs qui échappent à notre contrôle provoqueront la guerre? Je ne dis pas provoqueront, mais je dirais plutôt pourrait provoquer. Bien entendu, je ne peux pas parler au nom des mondes extérieurs, je ne puis prétendre connaître leurs intentions ou leurs mobiles à ce moment critique de l'histoire galactique. Il se peut qu'ils choisissent la guerre, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais s'ils le font, nous défendrons. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas nous qui attaquerons, ce ne sera pas nous qui porterons le premier coup. Bon bah là, vous voyez, hein, la propagande de guerre à l'œuvre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes trop moraux pour ça. Nous n'attaquons pas les premiers. Mais on fait tout pour que l'attaque ait lieu. D'accord? Alors, il faut bien comprendre une chose. En termes militaires, il y a deux manières d'analyser. La logique des intentions, la logique des capacités. La logique des intentions, c'est je pense que l'ennemi va faire ça. C'est bien. C'est pas fiable. On peut faire de grosses erreurs avec. Ce qui compte, c'est la logique des capacités. L'ennemi a tant de chars, tant d'avions, tant de soldats, il peut faire ça, ça, ça et ça. Ça, c'est le monde dans lequel les stratèges travaillent. Pensez-y juste une chose en Ukraine. Donetsk était à quelques kilomètres de la ligne de départ des Ukrainiens. Il suffisait que les Ukrainiens avancent d'une quinzaine de kilomètres et ils prenaient Donetsk. Et ils auraient pu ravager la population civile. Demandez-vous dans quelles conditions étaient les Russes. Mais c'était dos au mur. Et voyez, nous n'attaquons pas, les Ukrainiens n'attaqueraient pas, l'Occident n'attaquerait pas. Oui, mais on a tout fait pour que l'état-major russe se sente en position d'insécurité. Vous voyez, la propagande de guerre à l'œuvre. Et évidemment, les Russes, ils ont vendu la même avec leur population. Ils ont dit à leur population, regardez, ils veulent nous attaquer, ils sont prêts, ils ont concentré les troupes. Personne ne veut la guerre. Mais curieusement, elle éclate. Parce qu'on a fait bouillir à marmite. Vous savez, c'est comme on fait bouillir à marmite, et puis à un moment, s'il n'y a pas une fuite de vapeur, la cocotte minute, elle fait boum. Ben voilà, on a fait bouillir à marmite. Merci. Mais les mondes extérieurs ont refusé de discuter de la question. Voilà 50 ans que la Terre essaie d'entamer des négociations et n'essuie que des rebuffades. Bon, ben voilà. On en est là, c'est-à-dire qu'on enlève le petit truc qui permet à la vapeur de sortir de la marmite. On fait chauffer, on fait chauffer, on fait chauffer, on rajoute de la température, ça monte, ça monte, ça monte. Et surtout, on s'assure qu'il n'y ait pas de sortie. On s'assure qu'il n'y ait pas de discussion diplomatique. D'accord? Vous vous rappelez au début, je vous disais, on supprime la relation diplomatique. Et bien voilà, on y est. Là, on a fait ce qu'il fallait. Et dites-vous bien une chose, c'est ce qu'on a fait depuis 2008, les Russes nous préviennent sur l'Ukraine. Depuis 2008, ils nous ont dit sur tous les tons possibles que ça ne marchait pas, que ce n'était pas gérable. On leur a systématiquement fermé un porte-monnaie. On leur a même pas dit, et qu'est-ce qui vous le rendrait supportable? On leur a même pas dit quel type de garantie voulez-vous. Non, non. On leur a dit, vous n'avez rien à dire, l'Ukraine fait ce qu'elle veut, elle est un pays souverain. Non. Aucun pays n'est complètement souverain. Si on va installer demain des missiles nucléaires à la frontière allemande, je peux vous dire un truc, les Allemands vont gueuler. Ils vont protester. D'accord? Aucun pays n'est complètement souverain. À un moment, il faut tenir compte du voisin. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. D'accord? C'est un problème de voisinage. Donc à un moment, il faut demander au voisin, ok, j'aimerais faire ça, qu'est-ce qui te le rend supportable? Et cette question-là, on ne l'a pas posée. Et on ne l'a systématiquement pas posée. Rappelez-vous toujours de ça. Allez, on continue pour déclencher notre guerre, on a quand même un conflit à déclencher. Mais de telles restrictions représentent-elles un réel danger économique pour la Terre? N'est-il pas vrai, par exemple, que le commerce avec les mondes extérieurs ne représente qu'une infime partie du commerce terrestre? Et n'est-il pas vrai que les importations en provenance des mondes extérieurs ne profitent au mieux qu'à une toute petite minorité de terriens? Vos questions sont représentatives d'une erreur très répandue chez nos isolationnistes. Il est vrai que notre commerce extérieur interstellaire ne représente que 5% de notre commerce total.
Mais 95% de nos moteurs atomiques sont importés. 80% de notre thorium, 65% de notre césium, 60% de notre molybdène et notre étain sont importés. Et j'en passe. Il est facile de constater que les 5% en question sont importants. Que dis-je, essentiels pour l'économie de la nation. De plus, si un gros fabricant reçoit une cargaison d'emboutisseurs atomiques de rares, il n'est pas le seul à en tirer bénéfice. Tout homme sur Terre qui utilise des outils en acier ou des outils fabriqués par des outils en acier en bénéficie. Bon, bah là, vous voyez, vous avez l'échec des sanctions. C'est-à-dire qu'on est parti, on a regardé des valeurs absolues. D'accord? Les 95% et 5%, hein? Vous vous rappelez? Oui, le Russie, c'est négligeable. Et on n'a pas regardé les chaînes de valeur. On n'a pas regardé les enchaînements. On n'a pas regardé quelle a été l'ampleur des chaînes de valeur concernées. Là, pour le coup, c'est bien fait. Lui, il l'a compris. Peut-être qu'on aurait dû proposer à Isaac Asimov de travailler pour Bruno Le Maire. Il est mort avant. Isaac Asimov a été prudent. Il a préféré ne pas travailler pour Bruno Le Maire. Pure querelle littéraire, certainement. Le talent d'Isaac Asimov ne saurait se comparer au brillant talent de Bruno Le Maire. Ah, non. Mais bon, honnêtement, si Monsieur Le Maire avait l'amabilité de lire un peu de littérature, de vraie littérature, ça arrangerait le monde. D'accord? Je lui demande même pas de faire des maths, je lui demande juste de lire des livres. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi on s'est planté. Alors, on va changer de sujet, mais on va rester dans le déclenchement de la guerre. Les délégués à cette conférence représentaient le gratin de cette société si équilibrée, et voudraient me faire croire que ces deux milieux auraient, sous l'emprise d'un moment d'irritation, changé leur fusil d'épaule et modifié en profondeur la politique économique de 50 planètes. Je ne les crois pas capables d'un tel niveau d'un tel infantilisme et d'une telle perversité. Alors il y a plusieurs choses. Vous vous rappelez la fameuse phrase «L'Europe est un jardin, le reste du monde est une jungle». Eh bien la voilà. Les demi-dieux, qui sont le gratin de cette société si équilibrée. Comme c'est facile, par le pouvoir performatif des mots, de se proclamer le summum de l'humanité. D'ailleurs, mesdames, si vous êtes blondes, aux yeux bleus, forte poitrine, n'hésitez pas à vous trouver auprès de moi. Toutes les satisfactions possibles, l'ambroisie, un nouveau monde et une nouvelle source de bonheur. D'accord? Vous êtes priés de me croire, hein, sur parole. Oui, bon, voilà, nous sommes compris. Bon, là, c'est facile de se gorger de mots, de se gargariser de mots. Et lorsque vous avez un peu d'argent, que les gens espèrent quelque chose de vous, bah, ils les trouvent les mots pour vous faire plaisir. Et pour vous dire que oui, vous êtes génial. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Il faut avoir un peu de recul. Et donc, on rationalise très vite le concept de droit divin. Il faut s'en méfier. C'est l'un des plus grands pièges. Un dirigeant doit s'en méfier. Pourquoi nos dirigeants ne s'en sont-ils pas méfiés? Nos dirigeants sont en plein dedans. C'était la pire erreur que vous puissiez commettre du temps des Grecs. L'hubris. Nous sommes en plein dedans. Et l'abus de l'hubris, regardez bien ce qu'il en dit. Infantilisme et perversité. Parce que si vous considérez les autres comme des fourmis, vous les traitez comme des fourmis. Et vous allez les écraser juste pour vous faire plaisir, pour voir comment ça fait. Et la guerre, on peut en faire tuer 500 000 Ukrainiens, c'est pas grave. Ça intéresse qui finalement? C'est que des Ukrainiens. Dans le pire des cas, on importera des petites Ukrainiennes, elles seront disponibles, et puis elles coûtent pas cher. Hein? Vous voyez où on en arrive? Vous voyez à quel monde on en arrive? On classifie les humains, on fait des chaînes hiérarchiques, et ceux qui sont en bas, leur vie ne compte pas. Et comme elle ne compte pas, qu'importe la quantité de malheur humain concret, puisque ça tombe sur des gens qui ne comptent pas. Ah, vous voyez, le racisme déclenche des guerres. Et là, vous avez le mécanisme. Alors, ce haussement d'épaule n'eut aucun témoin. Sur Aurora, la réunion siégeait encore. Franklin Meinhardt était sorti un instant de la salle par pure lassitude. Il alla à la rencontre de son fils, qu'il voyait pour la première fois dans son uniforme de la marine. Toi au moins, tu es sûr de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Dans la voix du jeune homme, nulle trace de lassitude ou même d'appréhension, rien qu'une satisfaction baissade. Ça, tu peux le dire pas. Il n'y a rien dans toute cette histoire qui te chiffonne. Tu n'as pas le sentiment d'avoir été manipulé. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous ne ferons aucune bouchée de la terre. Reinhardt secoua la tête. Mais tu rends-tu compte que nous sommes dans le tort?
Les citoyens des mondes extérieurs qui les tiennent sont derrière la loi. La terre est dans son droit. Le fils fronça les sourcils. J'espère que tu ne vas pas faire des déclarations pareilles à la chambre, pas. Je ne vois pas du tout que la terre soit justifiée en quoi que ce soit, d'accord. Voilà. Eh bien là, nous y sommes. Le bon droit. Le racisme qui se traduit. Pensez un peu à ce qu'il raconte. À quel point c'est terrifiant. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que Il est en train de dire la Terre a réussi à avoir sa guerre. Elle les a manipulés et elle les a conduits à une guerre où ils sont en tort. D'accord? Pensez-y. Ce sont les terriens qui ont manipulé. Pas les gens des mondes extérieurs qui se proclamaient les demi-dieux. Et Maynard est l'un des rares qui réalise un peu l'ampleur du bazar, qui réalise l'ampleur de l'erreur, mais pas suffisamment pour arrêter la machine. Là encore, vous voyez, la mécanique, elle a été mise en place il y a longtemps. Et petit à petit, elle se construit. Elle se construit pour arriver là où, évidemment, les terriens le voudront. D'accord? Là, les terriens avaient arrêté quelques membres, habitants des mondes extérieurs qui faisaient de la contrebande en application des décisions des mondes extérieurs. Et comme ils arrêtent des gens des mondes extérieurs, les demi-dieux ne peuvent pas permettre que des primates posent la main dessus. Donc c'est la guerre, non pas parce que juridiquement la guerre est justifiée, non, parce que les primates n'ont pas le droit de toucher aux demi-dieux. Peu importe la réalité, peu importe le droit, peu importe, ça touche la règle. Vous savez, ce fameux monde fondé sur des règles, par opposition au droit international, ce que nous demandent les Russes. Mais produisez-nous les fameuses règles. Produisez-nous les fameuses règles qui vous autorisent à faire ce que vous faites. Ben, on y est. Et on en arrive à l'enthousiasme de la guerre. Je vois en tout cas que tu as fait tienne l'opinion populaire. Les opinions que je professe me sont personnelles. Si elles coïncident avec l'opinion populaire, c'est parce qu'elles tiennent debout. Les terriens veulent la guerre, et bien ils l'auront. Mais pourquoi la veulent-ils? Pourquoi nous forcent-ils la main? Toute notre politique économique au cours de ces derniers mois avait pour seul but de les forcer à changer d'attitude sans avoir recours à une guerre. Il se parlait à lui-même, mais son fils conclut par un argument final. Peu importe pourquoi ils veulent la guerre. Maintenant ils l'ont et on va leur faire payer cher. Ça vous rappelle l'attitude qu'on a eue sur les plateaux de télévision? Voyez l'enthousiasme qui arrête de réfléchir, le taureau qui fonce sur la muleta, le taureau qui fonce sur le chiffon rouge. Si ça vous rappelle nos plateaux télé, si ça vous rappelle nos experts de plateau, eh bien on est en plein dedans. Là, on est dedans complètement. Et encore une fois, pensez que c'est du Asimov, que c'est quelque chose qui a été créé avant 1950. Pensez donc que c'est du savoir humain classique. On n'est pas, pour le coup, la science-fiction ne fait que nous permettre de tirer la quintessence d'une situation historique. Asimov connaît très bien l'histoire. Une large partie de ses livres sont basés, en fait, sur des réécritures dans un monde de science-fiction, évidemment, de l'histoire. Ça permet d'en mettre de côté tous les aspects émotionnels, tout ce qui peut nous toucher. Là, les spatio-océans et terriens, pour nous, c'est neutre. On peut les regarder comme des fourmis sous un microscope. D'accord? Pensez-y. Ça s'applique. C'est toujours vrai. La propagande de guerre fonctionne toujours aujourd'hui. Et elle produit toujours ce genre d'enthousiasme, parce que c'est le but d'une bonne propagande de guerre. À la fin de l'histoire, il n'y aura ni commerce, ni relations diplomatiques, ni liaisons interstellaires, ni communication d'aucune sorte. Ils sont mis en quarantaine, coupés du reste de l'humanité, définitivement et totalement exclus. Ici, nous avons un nouvel univers, une seconde création de l'homme, un homme plus grand. Donc la guerre a eu lieu, les terriens ont perdu, ce qui s'attendait, hein, c'était prévu. Et donc, on vous donne les conditions du traité imposées par les Spatiens. Vous voyez, les Spatiens coupent tous les ponts avec la Terre et ils proclament une seconde création de l'homme, un homme plus grand. Comment ça va se terminer? On va pas spolier, mais à la fin des fondations, les hommes reviendront sur les mondes spatiens. Et c'est pas beau. Trop de confiance en soi est dommageable.
Ces mondes spatiens n'ont pas réussi à évoluer, n'ont pas réussi à grandir. Justement parce qu'ils se proclamaient le fond de l'histoire, parce qu'ils se proclamaient l'élite, la, la quintessence de l'humanité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, d'accord? Le plan terrien, il est là. Le plan terrien, il est de, il est d'avoir une véritable isolation des Spatiens, de forcer la Terre à évoluer par cette défaite. Ils ont provoqué la guerre parce qu'ils savaient que la guerre était inévitable. Et ils l'ont provoquée de telle sorte que la guerre fasse le minimum de dommages possible à la Terre et conduise à la rupture des relations. Parce que de toute autre manière, les Spatiens auraient écrasé la Terre. C'est ça, la guerre des mondes. C'est ça l'histoire qui est derrière. Une guerre qui est provoquée pour en limiter les dommages. Un véritable homme d'État qui a manipulé les événements pour arriver à la meilleure conclusion possible pour son peuple. Évidemment, c'est son avis. Mais c'est un avis qui est justifiable. Et je vous invite à regarder la nouvelle complètement. D'accord? Et les Spatiens tombent dedans. Pourquoi? Parce que trop de confiance en eux. Et trop de confiance en soi est dommageable. Et demandez-vous où nous sommes. Encore une fois, nos dirigeants, beaucoup trop de confiance en eux. Beaucoup trop de fiabilité. Nous avons gagné, les Russes sont mauvais, ils se battent avec des pelles. Ils sont bourrés de vodka. Bah voilà, on y est. Ils sont pas bourrés de vodka. Ils ont gagné. Ils ont gagné toutes les batailles jusqu'ici. Et petit à petit, ils repoussent les Ukrainiens. Pas aussi vite que souhaitable, peut-être. Pas aussi vite que nous le penserions pour leur accorder le satisfecit, peut-être. Peut-être que tactiquement, ils pourraient faire mieux, certainement. Mais fondamentalement, globalement, depuis le début du conflit, les opérations sont en leur faveur. Les sanctions économiques que nous avons votées contre eux ont échoué. Encore une fois, elles leur ont fait mal, oui, certainement. Mais l'objectif stratégique, c'était pas de faire mal aux Russes. L'objectif stratégique, c'était de mettre l'économie russe à genoux. Et ça n'a pas marché. Nous n'avons pas réussi à provoquer le changement de régime que nous visions. Nous n'avons pas réussi à provoquer l'effondrement de la société russe que nous visions. D'accord? Pensez à ça. Et que font nos dirigeants? Est-ce qu'ils ont admis cette erreur? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vous dire aujourd'hui, les Russes vont nous attaquer, il faut remettre une pièce dans le jukebox. Vous savez comment ça s'appelle ces comportements-là? C'est le comportement du joueur qui redouble en se disant cette fois-ci je vais gagner. Et ça se termine comment? Le joueur se fait expulser du casino le lendemain matin, il a plus de chemise, il a plus de voiture, il a plus de maison. Et il est endetté à vie. Bah, vous vous rappelez? La fin des empires. Le moment où le mot fin est écrit sur le mur. Est-ce qu'on a besoin d'accélérer? Parce que le mur, il va pas être agréable. Hein. Le monde nous dit clairement, le mot fin, il est écrit sur le mur. Si tu accélères, tu vas te le manger. Tu vas te le manger de toute façon. Parce que forcément, l'Occident va devoir retrouver sa place dans le monde. Une place qui n'est plus celle qu'il avait. D'accord, l'Occident représentait 25% de la population mondiale, il représentait 80% de la production manufacturière. Aujourd'hui, il va représenter 8% de la population mondiale, peut-être moins, et une part proportionnelle de la production manufacturière. Donc on ne sera plus les grands dirigeants. C'est pas grave. Est-ce que c'est l'enjeu? L'enjeu, c'est peut-être pas de nous imposer au reste du monde. Qu'est-ce qu'on en a à faire que les Noirs à Bamako pensent que nous soyons les dieux de la Terre? Rien. Ce qui compte pour nous, c'est de faire bien vivre les peuples occidentaux. Et ça, c'est peut-être ce que nous risquons de perdre si nous nous obstinons. D'accord, la fin de l'histoire, pensez-y. Oui, dit Moreno, ceux qui règnent sur les étoiles, les demi-dieux, les surhommes, la race des seigneurs, avec toute sa force et toute sa superbe, c'est eux qui sont fous. Mais nous sommes les seuls ici, sur Terre, à le savoir. Voyez? La race des seigneurs dans toute sa force et toute sa superbe, c'est eux qui sont fous. Et voilà. Et c'est ça que le reste du monde nous dit. Vous êtes fous. Calmez-vous, apprenez votre place, sinon, vous allez vous prendre le mur. Ces surhommes sont, paraît-il, trop équilibrés. Mais ici sur Terre, il y a, comme dit le proverbe, plus de psychiatres que de plombiers. Et ce ne sont pas les occasions d'exercer leur talent qui leur manquent. C'est donc nous et pas eux qui savons à quoi nous en tenir sur le complexe de supériorité. C'est nous qui savons ce n'est rien d'autre qu'une réaction inconsciente contre un sentiment écrasant de culpabilité.
Et bien voilà. Et je vais vous laisser sur ces mots, mais pensez-y, le milliard d'euros occidental gère mal son complexe de culpabilité. Nous avons été les premiers à rentrer dans la modernité. Nous en avons bénéficié. Et si nous ne savons pas nous modérer, si nous ne savons pas apprendre que le monde change et qu'il va falloir faire de la place aux autres, et faire de la place aux autres, ça veut dire commencer par les écouter, notamment en diplomatie, et nous ne serons même plus le milliard doré, nous serons le milliard boueux. Alors, réfléchissons-y avant qu'il ne soit trop tard. Merci, parce que le mot fin sur le mur, il approche.